Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Bienvenue. Je suis Romain Coquebert, je travaille chez BPI France Université et je crée des parcours pour des dirigeants d'entreprise pour monter en compétences. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Raphaël Linois, directeur de projet au sein de Carbon Cutter, ex-Magellan, et Mathieu Ramery, président du groupe Ramery. Je vous souhaite une bonne masterclass et je vous laisse la main. Merci. Merci beaucoup Romain. Bienvenue à tous, merci d'être venus et je vois que le sujet éveille un peu la curiosité. Et du coup, avant de nous introduire, je voulais commencer par une petite question introductive qui est celle-ci. Peut-être à main levée, quelqu'un peut montrer voilà, qui connaît le concept d'entreprise régénérative. Ok, donc je vois beaucoup de mains levées et j'imagine que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous êtes venus ici. Si on regarde concrètement la définition de l'entreprise régénérative, il y a quelques années, c'était peut-être pas aussi clair. Mais aujourd'hui, on retrouve des termes en fait autour du fait que c'est une économie ou en tout cas une entreprise qui s'inscrit dans une économie qui cherche à préserver l'intégrité du vivant. Et on retrouve des termes comme soutenir la vitalité des écosystèmes, intégrer le renouvellement continu. Donc ce sont des choses très ambitieuses. D'où ma deuxième question. À main levée, pareil, qui y voit un risque de greenwashing? Voilà. Donc je vois aussi beaucoup de mains levées, sans surprise, je pense, puisque je pose cette question assez souvent dans des interventions et vous êtes dans les mêmes proportions. Cette réaction, vous l'avez alors que finalement, si on regarde un peu autour de nous, depuis certaines années, depuis quelques années, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que par exemple, la Convention des entreprises pour le climat, on retrouve sur leur site internet plus de 400 feuilles de route aujourd'hui qui sont rendues publiques avec des choses très concrètes, donc des questions régénératives, des leviers de redirection, donc des choses très engageantes. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'exemple de Mustela, de l'exemple de Renault Trucks, trucs très engageants qui parlent beaucoup. De la même manière, on a aujourd'hui, au-delà de dire qu'avant c'était un concept fumeux et un peu aérien, on a aujourd'hui un référentiel normatif avec l'AFNOR qui est sorti. Donc ce référentiel, il donne des critères, des outils pour faire de l'autodiagnostic, et il a été co-construit avec des gens du terrain. Donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est hors sol. Donc c'est vraiment quelque chose de structurant. Et malgré ces deux choses, finalement, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on a ce doute qui est à l'image finalement des mains que vous avez levées? Eh bien, moi, je pense que ça tient à un terme, c'est la comptabilité. Et la comptabilité, c'est finalement les indicateurs, c'est le sujet pour lequel vous êtes présent aujourd'hui. C'est finalement le chiffre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on quantifie. On est des êtres rationnels, on vit dans une économie qui veut du chiffre, mais du chiffre dans le sens, je veux une preuve scientifique de ce qu'on avance. Et ça, pour moi, ce doute, il est, et n'en déplaise à Monsieur le maire, le fait qu'aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte au service en fait, du capital financier, du monétaire, est encore présent. Et donc finalement, on se dit, ah, le doute qu'il y a derrière ça, c'est que dans le régénératif, finalement, quand il y aura un arbitrage à faire, ce sera toujours le capital financier qui sera mis en avant, quitte à renoncer en fait, à son engagement régénératif sur les autres capitaux. Et ça, cet enjeu de la comptabilité, c'est pas moi qui l'invente. Je suis allé retrouver par exemple ce qui est dit dans le référentiel de l'AFNOR et c'est très intéressant de voir que finalement, dans les freins à l'économie régénérative, on retrouve une comptabilité qui ne reflète pas les coûts non financiers dans un modèle d'affaires. On retrouve aussi des règles comptables donc, qui ne prennent pas en valeur, par exemple, le capital humain. Et on voit que pour le développer demain, le concept du régénératif, il va falloir penser à des nouvelles conceptions de la performance de l'entreprise, des concepts de valeur, tout ça qui est lié à la comptabilité. Et ça, évidemment, ça vient faire écho à ce que notre très cher monsieur Bonifay, qui prend beaucoup la parole autour de ce concept-là, a dit. Donc pour lui, c'est même aller plus loin, c'est une nouvelle norme comptable du XXIe siècle qui doit voir le jour pour deux choses. C'est que pour les entreprises, elles aient une visibilité sur leurs impacts réels. Donc ça, c'est une première chose, et qu'elles puissent faire évoluer leur modèle d'affaires. Et c'est super chouette parce qu'aujourd'hui, on va avoir quelqu'un avec qui parler de ça. Comment est-ce qu'on fait évoluer ce modèle d'affaires? Parce qu'avec la comptabilité, ça permet d'avoir une visibilité sur ces deux choses. Ça devrait éveiller quelque chose en vous, la CSRD, RIP, pour beaucoup d'entreprises, finalement, c'était un peu cette promesse-là, la nouvelle norme comptable du XXIe siècle, peut-être. On restait sur ce qu'on appelait l'extra-financier, donc on n'était peut-être pas encore sur une comptabilité intégrée, comme on va essayer d'en parler aujourd'hui, mais vous n'êtes pas sans savoir que finalement, la CSRD a été reportée, ou en tout cas stripped down sur beaucoup de ces enjeux, notamment pour les PME-ETI. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on se rend compte avec cet exemple-là que la comptabilité, c'est politique. Et si c'est politique, c'est que c'est important.
Donc s'il y a beaucoup de débats autour de ça, c'est qu'on comprend que beaucoup se joue là-dedans. Et donc ça revient à notre thèse de départ qui est que on n'atteindra pas une certaine crédibilité sur le concept de la régénération tant qu'on n'aura pas touché à cette question comptable et des indicateurs, prouver que finalement les choses sont pilotables et crédibles. La CSRD, c'était beaucoup de données qui étaient demandées. Donc là, je me fais aussi l'avocat du diable en disant c'est aussi quelque chose qui a été appliqué de façon non différenciée à peu près beaucoup de profils d'entreprises. Et ça a plusieurs impacts. C'est que c'est assez décourageant pour des PME ETI. Je travaille pour un cabinet dans la stratégie climat qui bosse essentiellement avec des PME ETI industrielles et on voit cet enjeu de la CSRD qui était vu comme quelque chose d'assez décourageant. Le concept génial, la nouvelle norme de la comptabilité, la souveraineté comptable européenne qui devrait nous parler après la domination des IFRS depuis les années 2000. C'est décourageant pour plusieurs raisons. C'est que quand on est dirigeant ou équipe DAF d'une PME ETI, on n'a pas le temps de collecter toutes ces données, tous ces indicateurs. Et quand même on peut le faire, la réaction que j'avais en face de moi, c'était souvent, finalement, je ne sais pas exactement comment ça va m'aider à piloter. Ça reste de l'extra-financier. Et est-ce que je vais prendre des décisions vraiment structurantes sur mon business model? Rappelez-vous, le quoi qu'il en coûte. Donc l'enjeu, vous le comprenez bien dans la régénération, et c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, c'est pour moi, face à l'échec, je dirais, de la CSRD, ou en tout cas à ses écueils, de démocratiser des formes de comptabilité, et on va voir qu'il n'y en a pas une seule, des formes de comptabilité qui seront au service du régénératif. Et pour ça, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de s'inspirer du terrain, et donc on va avoir aussi des exemples aujourd'hui, mais s'inspirer du terrain avec des exemples concrets de comment se mettre en chemin vers ça. Et peut-être en chemin, ça devrait résonner avec un autre terme. Vous entendez souvent des entreprises en chemin vers le régénératif. Donc pour moi, en chemin, la comptabilité, c'est pareil. C'est peut-être pas se dire, au tenter, on va peut-être imposer tout de suite une nouvelle norme comptable, mais peut-être y aller en chemin et se mettre justement sur la voie. Donc on va explorer tout ça avec des initiatives du terrain. On a la chance aujourd'hui d'avoir un dirigeant d'une entreprise qui illustre un peu ces concepts-là. Donc Ramri, on aura l'occasion d'en parler. C'est une ETI familiale spécialisée dans les métiers du BTP et donc qui est dirigée par Mathieu, qui est présent aujourd'hui et qui nous fera un petit retour d'expérience sur lui, son interprétation justement des enjeux du régénératif. Mais avant ça, je me donne un défi aujourd'hui, c'est de vous faire un peu un rappel de ce que c'est que la comptabilité intégrée en 15 minutes. 15 minutes, alors que j'ai récemment découvert une super vidéo sur YouTube d'une chaîne qui s'appelle Eureka, que je vous encourage vraiment à aller voir, qui, pour moi, a fait la meilleure définition de la comptabilité intégrée en 1 heure, mais je me donne le défi de le faire en 15 minutes. Donc j'espère être clair. La première chose, la mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'arrête pas de vivre à crédit et de plus en plus. C'est-à-dire que les limites planétaires que vous connaissez sûrement depuis en fait 2009, on en dépasse de plus en plus. Au début, quand le Stockholm Institute avait fait cette étude, on en dépassait 3. Aujourd'hui, on en dépasse 6. Ça donne un peu notre vélocité en tant qu'économie, société, à dépasser de plus en plus et à vivre à crédit. De l'autre côté, on se dit, et le GIEC nous le dit très clairement, qu'en fait, on pourrait faire autrement, et ça serait dans notre intérêt même. Si on regarde dans les détails, moi ce que j'aime voir ici et que je dis souvent en intervention devant des boards, etc. en entreprise, c'est que quand on regarde par exemple nos pratiques d'artificialisation du sol ou alors nos pratiques agricoles, ce que vous voyez en bas, donc ce sont ce qu'on appelle les Nature-Based Solutions dans les rapports du GIEC, c'est le même potentiel à 2030 que les énergies solaires et éoliennes que vous voyez en haut. Donc on pourrait s'appuyer là-dessus, mais on choisit de ne pas le faire. Face à cela, la régénération, d'un point de vue strictement comptable, moi j'aime beaucoup cette visualisation graphique plutôt qu'une définition assez poétique, certes, en textuel, comme on l'a vu au début de cette intervention, mais ce graphique, pour moi, il nous donne un peu l'amplitude de ce que ça représente. Donc en fait, la régénération, elle est venue introduire un nouveau concept qui est de se dire, non seulement il faut qu'on réduise nos impacts négatifs que vous voyez en rouge sur cette courbe, mais qu'au-delà d'un certain seuil de préservation, il faut qu'on ait un impact positif supérieur à nos impacts négatifs incompressibles. Donc on est au-delà de ce que vous voyez dans la préservation, qui devrait nous faire penser par exemple aux accords de Paris, à la neutralité carbone. On va au-delà de ça, ça veut dire qu'on doit avoir un impact positif. On va voir, donc le défi il est énorme. Déjà qu'on a du mal à tenir nos engagements, je dirais, au niveau international sur la réduction des impacts négatifs, la régénération va plus loin. Moi, ça me fait poser 2 questions et je pense que c'est un peu le sous-texte. Je me permets d'interpréter aussi vos mains levées au début. Le sous-texte, c'est est-ce que finalement c'est une atteinte qui est raisonnable économiquement?
Une entreprise, elle doit, un de ses piliers, c'est certes le capital financier, donc elle doit se permettre de pouvoir maintenir son activité. Et la deuxième chose, c'est même techniquement, scientifiquement, est-ce que c'est tenable comme engagement? Donc est-ce que le costume n'est pas trop grand d'imposer ça, ou en tout cas de donner ça comme mission à une entreprise? Moi, c'est vraiment le regard comptable que je prends là. Et tant qu'on n'aura pas résolu cette question, il me semble que le doute persistera, d'où vos mains levées. D'ailleurs, la régénération du vivant, pour moi, ça pose une question. On en parlera tout à l'heure avec Mathieu. Mais pour une entreprise qui construit, où est le vivant dans du béton? Ça veut dire quoi, régénérer du vivant quand on utilise du béton? Qu'est-ce que ça veut dire régénérer du vivant pour notre cher architecte ou maître d'œuvre qui est devant son ordinateur? Qu'est-ce que ça veut dire? Tant qu'on n'aura pas touché à ça et qu'on n'aura pas des indicateurs, finalement, le risque du greenwashing, ou en tout cas le doute, et on sait que le doute, avec les marchands de doute, est la pire des monnaies. Donc il va falloir qu'on soit sérieux. Let's be serious. D'un point de vue strictement comptable, donc la régénération, elle pose plusieurs questions, et je vais essayer d'en décomposer 4 pour essayer de nous rappeler un peu les enjeux de la comptabilité intégrée. La première question, c'est qu'est-ce qu'on doit régénérer? J'entendais tout à l'heure des discussions, Mathieu, tu parlais de la CSRD. La CSRD, elle avait aussi une vertu, c'est qu'elle répondait un peu à cette question. Qu'est-ce qu'une entreprise doit avoir dans son viseur? Et ça a donné lieu à ce qu'on appelle alors attention aux gros mots, la double matérialité. La double matérialité, si moi je la décortique d'un point de vue comptable, en fait, elle a 2 axes. Elle a un axe qui parle aux financiers. Donc, moi, je suis financier, je vous prête de l'argent, j'ai envie de savoir, vis-à-vis du climat et de l'environnement, qu'est-ce qui risque d'affecter votre capacité à me rembourser? Bon, bah, très bien. Donc ça, c'est le capital financier. Vous voyez, la matérialité financière. Par contre, sur les autres axes, ce qu'a introduit la CSRD, c'est la matérialité d'impact, c'est-à-dire, en fait, tout le reste. C'est-à-dire l'entreprise a des impacts sur d'autres capitaux, et on va voir ce que c'est que la définition d'un capital. Mais les autres capitaux, c'est effectivement toutes les ressources et capacités qui sont rendues à l'entreprise, qu'elle peut consommer, et on va voir ce que ça veut dire aussi consommer. Est-ce qu'on peut consommer du vivant? Est-ce qu'on consomme de l'environnement? Voilà, ça c'est les termes qu'on va questionner juste après. Le capital, finalement, l'entreprise, elle doit préserver ce qui lui est capital pour exister, pour fonctionner. Et une définition que je trouve beaucoup plus intéressante du capital, et qui est une définition en fait qui revient à l'étymologie même de capital, qui veut dire donc tête en latin, et c'est finalement une entité que doit préserver l'entreprise. Et c'est-à-dire, l'entreprise s'appuie dessus, elle la consomme, mais il faut sortir de cette seule perspective utilitariste qui se dit finalement quelle est la productivité que ça va me rapporter en tant qu'entreprise. Donc la définition du capital, c'est plus une entité en tant que telle. Le vivant, ça peut être une entité, on va le voir dans l'exemple, que je dois préserver, elle est considérée par l'entreprise et ses parties prenantes comme devant être préservée. On va parler par exemple du capital humain. On doit préserver finalement la santé physique, mentale de ses collaborateurs. Le capital, par exemple, ça peut être un environnement qui nous fournit, par exemple, une capacité à stocker, malheureusement, des rejets, des pollutions. Il nous fournit cette capacité. Donc ça, c'est, je trouve, quelque chose de très intéressant par rapport à un barbu allemand qui nous donnait une définition du capital assez restrictive. Aujourd'hui, cette définition du capital, elle nous dit, finalement, elle dresse un horizon beaucoup plus large. Elle nous dit qu'au-delà du financier, on peut parler, pour une entreprise, de ce qu'il y a à préserver dans, typiquement, l'humain. Ça peut être mes collaborateurs, mes fournisseurs, mes clients. La santé de mes clients, aujourd'hui, quand on a une entreprise qui génère des PFAS, ben, la santé de mes clients, ça rentre aussi là-dedans. C'est du capital humain, éventuellement, que je considère comme étant à préserver. Je peux aussi penser, ben voilà, la nature a sa place maintenant aussi en tant que capital. On en a parlé, j'ai donné un exemple par exemple de la capacité d'une rivière à stocker une pollution, un sol à aussi avoir des polluants, et nous prêter cette capacité-là. Pareil, il y a d'autres choses aussi un peu plus immatérielles qui maintenant, avec cette nouvelle définition, peuvent être intégrées comme un capital. C'est ce qu'on peut appeler de sociétal. Par exemple, le lien social. Mathieu va nous parler un peu de son interprétation du territorial. Tout ça sont des enjeux pour lesquels une entreprise peut se dire bah, moi, je cherche à régénérer ce capital, puisque c'est pertinent pour moi, c'est quelque chose qui rentre dans ma matérialité d'impact. Évidemment, la question n'est pas de se dire on oublie le capital financier, parce qu'évidemment, c'est un triptyque, on le dit souvent, c'est un tabouret à 3 pattes. Si on abandonne le focus sur le fait que le capital, de toute façon, c'est quelque chose à préserver, si je ne suis pas capable de préserver mon capital financier, finalement, tout le reste s'effondre. La deuxième question, donc on s'est posé la question, qu'est-ce que je dois régénérer? Donc maintenant, je sais où il faut que je regarde. La deuxième question, c'est, d'un point de vue comptable, finalement, maintenant que je sais ce que je dois regarder, comment est-ce que je le mesure, cette chose? Pour moi, il y a 3 choses là-dessus. Quand on cherche à mesurer des choses aussi abstraites que ce qu'on vient de dire, ça peut être donc des nouvelles choses, ça sort vraiment de nos habitudes. On ne mesure plus du financier, là, on mesure des choses vivantes.
Donc là, il y a 3 choses à faire pour moi. D'un point de vue comptable, c'est identifier la façon de les mesurer, donc les indicateurs pertinents. Je pense que vous êtes tous au fait, vous avez entendu maintenant les concepts d'empreinte carbone, ça se mesure en kilos de CO2, en tonnes de CO2. Mais des écologues, eux, ils ont toujours fait de la comptabilité. Ils savent mesurer le taux de matière organique dans le sol, la diversité d'espèces dans un corps d'eau. Tout ça sont des indicateurs qu'on connaît. Et dans le vivant, vous demandez à un médecin du travail, il va vous dire les indicateurs que je peux suivre pour mesurer la santé mentale, physique de quelqu'un. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, vous vous souvenez de ce graphe de la préservation jusqu'à la régénération, c'est dépasser un certain seuil de préservation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un expert du sujet du vivant est capable de dire quel est le seuil à partir duquel justement ce vivant est préservé, voire régénéré. Donc ça, c'est la deuxième question. Si je fais le parallèle à nouveau avec l'empreinte carbone, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a les accords de Paris qui nous disent si on veut maintenir un environnement viable pour l'espèce humaine, il faut qu'on fasse tout pour rester sous les plus 2 degrés. Et ça nous donne un budget carbone. Le seuil de préservation, si on veut, on peut se baser là-dessus pour se dire le seuil de préservation d'un environnement stable, c'est de rester sous les 2 degrés. Et c'est nos fameux 300 gigatonnes de CO2. La troisième chose qu'il faut avoir en tête, quand on a cette idée de graphe, c'est finalement où est l'état actuel. Parce que maintenant que j'ai la façon de le mesurer, le seuil, il me faut savoir où est-ce que je suis en tant qu'entreprise. Et donc pour ça, il faut aussi avoir un état de préservation actuel. Donc ça, typiquement, c'est faire son bilan carbone. Appeler des experts de la psychologie du travail. On va voir qu'il y a différentes façons d'aller mesurer finalement l'état écologique, si j'utilise ce terme, écologique élargi du vivant dans son modèle d'affaires actuel. Ces données-là, il faut aller les chercher auprès des personnes compétentes. Et ces personnes compétentes, ça peut être des scientifiques ou les institutions qui les représentent, et ça peut être aussi du terrain. C'est-à-dire, quand on parle d'humain, il n'y a pas de consensus scientifique sur ce que c'est qu'un bon état écologique d'un humain dans une entreprise. Donc ça se discute, et on l'a toujours fait avec, par exemple, les interprofessions, les syndicats. Tout ça, ce sont des organismes, des communautés de gens qui sont capables d'atteindre un consensus sur quel est un salaire décent, quel est un salaire régénératif. Tout ça, c'est des questions et des lieux où peuvent se discuter ce genre de seuil de préservation. Typiquement, aussi, quand on parle d'indicateurs, il ne faut aussi pas se tromper de la nature d'indicateurs. C'est-à-dire qu'il y a différentes sources d'indicateurs. Au quotidien, par exemple, moi je dis souvent à mes clients, vous n'allez pas calculer votre empreinte carbone tous les 4 matins. Ça, c'est un indicateur d'impact. Tandis que vos équipes opérationnelles, elles ont besoin d'indicateurs de gestion. Vous n'allez pas suivre, par exemple, le taux de satisfaction de vos employés tous les 4 matins. Mais par contre, vous devez avoir des proxys plus opérationnels au quotidien. Donc c'est ce que vous voyez dans des indicateurs de gestion. C'est fait pour piloter par rapport à des indicateurs d'impact qui sont utilisés pour évaluer en fin de course, finalement, l'impact que j'ai par rapport à un seuil de préservation. C'est un peu ça l'idée. Maintenant, la troisième question, c'est quels moyens je dois allouer finalement. Je sais comment le mesurer, mais finalement, qu'est-ce que je dois investir dedans? En comptabilité, c'est comme en physique. Pour moi, ça que j'apprécie beaucoup en comptabilité carbone, en comptabilité écologique, c'est que finalement, ça en revient à une réalité très physique qui est que la meilleure action de régénération, c'est d'éviter, évidemment. Donc, il n'y aura pas mieux que de se dire, finalement, plutôt que de demander à la nature de stocker ma pollution, à qui je devrais rembourser et je devrais réparer, finalement, la meilleure solution, c'est d'éviter. Mais la deuxième, c'est évidemment de restaurer. Et donc, les actions de restauration, il faut que je sache finalement comment le calibrer. Tout ça, on peut le traduire de façon monétaire. Mais la question, c'est de faire ça en sachant où agir. Et ça, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur exemple que le capital humain. C'est-à-dire que quand on est dirigeant d'entreprise, ce que vous voyez, c'est le sommet de l'iceberg. C'est typiquement, vous voyez des effets délétères pour votre organisation. C'est-à-dire, moi je suis une organisation dans laquelle, c'est le cas dans pas mal d'entreprises dans lesquelles je suis intervenu, finalement ils voient par exemple un taux d'absentéisme, ou ils voient typiquement des actes de malveillance, ou un climat social qu'ils ressentent de plus en plus tendu. Mais on est d'accord qu'on ne peut pas agir sur l'absentéisme, ce n'est pas une action ou un terrain d'action concret. Là où doit intervenir l'entreprise, ce n'est pas de rester sur cette surface de matérialité financière, encore une fois. C'est d'aller regarder la matérialité d'impact, c'est-à-dire le terrain de jeu d'une entreprise pour la régénération, c'est de s'intéresser finalement, par exemple, aux facteurs de risque. C'est là que je peux agir. Je peux agir, par exemple, sur réduire ou en tout cas modifier les exigences du travail, la qualité des rapports sociaux entre mes employés. Je peux enfin aussi agir sur les risques de stress, de violence et les effets que ça peut avoir sur mes salariés. C'est ici mon terrain de jeu. Donc c'est aussi très important dans la régénération de savoir où est-ce qu'il faut que j'agisse, parce que sinon,
on risque de rester dans la matérialité financière. Et finalement, on sait que la matérialité financière, elle nous emmène à toujours privilégier le quoi qu'il en coûte financier. C'est toujours ça, l'écueil. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête pour calibrer ses actions, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut que j'investisse, parce que tout a de l'argent. Encore une fois, la question, ce n'est pas de supprimer le capital financier. C'est-à-dire ce capital financier, il doit me servir aussi à aller restaurer et régénérer le reste. Donc, pour bien calibrer, pour moi, se pose la question de le risque avec le vivant, c'est de le monétariser et du coup de le dévitaliser d'une certaine façon. Je pense que vous êtes tous au fait du risque de donner un prix sur la nature, de donner un prix sur une espèce versus une autre. Est-ce que le ver de terre a plus de valeur qu'un dauphin qui n'apporte rien? Donc c'est encore le risque d'apporter une vision utilitariste, anthropocentrée, et aussi le risque de se dire en fait, cette année, j'ai pas réussi à maintenir mon capital environnemental, donc je vais me rattraper sur le capital humain parce que je vais être great place to work. Non, c'est ça le risque aussi, avec, je trouve, le fait de chercher à monétariser, ou en tout cas à essayer de calibrer les investissements. Pour moi, la meilleure manière de l'aborder, c'est de repartir toujours de la réalité physique. Là, je vous donne l'exemple d'une entreprise ferme d'avenir, donc agricole, qui a utilisé une comptabilité intégrée pour se dire, moi je sais que pour régénérer, ma terre, elle me fournit de la fertilité chaque année, et je sais que je lui retire tant de fertilité par an, et donc d'un point de vue agronomique, pour restaurer cette fertilité, il faut que je lui apporte tant de kilos de carbone à l'hectare. Et ces tant de kilos de carbone, si je regarde sur le marché, ça me coûte tant à apporter. Et donc ça, c'est mon action de préservation qu'il faut que j'ai par an. Et ils le savent pour chacun des aspects qui représentent finalement leur capital environnement. Voilà. Ça, c'est leur capital sol. Cette approche, elle permet finalement d'être en rapport direct avec la réalité physique. On ne perd pas de vue finalement avec des outils financiers, tous les risques dont on a parlé. On ne s'expose pas à ça. Et la dernière question finalement, c'est une fois que j'ai défini où est-ce que j'agis et dans quelle ampleur, c'est aussi de se poser la question comment est-ce que je pilote après avoir ça. Ça veut dire quoi du coup la performance d'une entreprise par rapport à ces notions? Afin d'évaluer sa performance régénérative, si je crée ce terme un peu, il faut finalement suivre, on peut suivre l'écart en fait de sa performance par rapport à ce que nous indiquait le seuil de préservation. Donc on se dit, je sais qu'il faut que j'investisse tant pour atteindre mon seuil de préservation. Où est-ce que j'en suis dans l'année en termes de provision financière? Et donc là, on a l'exemple de Ferme d'Avenir qui a fait cette même analyse et qui sait que je n'ai pu investir que 1 550 € sur les 4 200 qu'il fallait que je fasse pour maintenir ma fertilité. Donc j'accumule une dette de l'ordre de 2 700 € sur ce capital-là. C'est très chiffré, c'est très clair sur finalement l'écart de performance régénérative qu'a cette entreprise. Ça permet, je m'étais donné ce défi en 15 minutes de définir la comptabilité intégrée. Ça permet d'avoir ce genre de rapport que vous voyez ici pour Ferme d'Avenir. C'est ce qu'on appelle une comptabilité intégrée avec la méthode CARE, qui est une des méthodes aujourd'hui de comptabilité intégrée. Et ça permet d'avoir sur un même tableau le capital financier, le capital humain et le capital environnement. Voilà. Donc c'est très intéressant puisque après ça permet de redéfinir ce que c'est que sa performance. Ferme d'Avenir, c'est finalement bottom line qu'elle a un déficit total de moins 49 000 €. Donc ça nous dit que c'est une entreprise qui d'un point de vue intégré n'est pas rentable. Et ce n'est pas aujourd'hui une gageure de le dire, c'est plutôt honnête et ça permet, je pense, de répondre aux écueils qu'on s'était tous fixés au début de cette conférence en levant la main sur le fait qu'il y a des risques de greenwashing autour de ce concept. Évidemment, ce que vous avez vu là, c'est le travail de beaucoup de temps et d'incorporation de ces sujets-là. C'est comme la régénération, c'est un chemin. La comptabilité intégrée telle qu'on l'a mis là, c'est l'Everest de la comptabilité. Maintenant, il faut y aller de façon progressive. Et je vous propose que, après ce long discours de ma part, même si j'espère avoir tenu les 15 minutes, on va être dans le concret et parler à Mathieu de finalement comment est-ce que lui, il a abordé ces sujets-là. Et justement, du terrain, comment est-ce qu'il a abordé ses petits pas vers une comptabilité intégrée. Donc ma première question pour toi, Mathieu, c'est peut-être que tu nous reparles de comment est-ce que toi, tu as découvert le concept de régénération et qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, ici, le côté régénératif, moi j'ai découvert déjà le côté développement durable. Donc l'entreprise Ramery, historiquement sur le BTP, mais je vais vous en parler plus tout à l'heure. Moi j'ai forcément, donc deuxième génération, donc
J'ai baigné dedans depuis que j'étais petit, donc j'ai fait une école d'ingénieur BTP pour démarrer en 2007 dans les métiers de l'environnement, qui sont un métier passionnant. Et donc c'était une nouvelle activité dans le groupe qui nous a amené sur la collecte tri-valorisation des déchets. Et d'ailleurs, pour le coup, pour donner quelques chiffres, en 2007, quand je suis arrivé sur les déchets que l'on collectait, on valorisait 25%, c'est-à-dire qu'il y a 25% qu'on ressortait en nouvelles matières premières. À date, on est à 85%. Donc on a développé des nouvelles filières et aujourd'hui 85% de ce qu'on rentre, on le ressort en nouvelles matières premières, en valorisation matière, en valorisation énergétique et en valorisation organique. Donc métier, c'est ça qui a créé ma passion pour le sujet du développement durable, puis de la transition énergétique et environnementale, et avec un objectif à 2027 de valoriser 100%. Donc ça, mais le côté régénératif, je l'ai découvert à travers la CEC. J'ai des amis entrepreneurs qui ont fait des CEC en dehors de la région, donc des conventions des entreprises pour le climat. Donc c'est arrivé suite à la Convention citoyenne pour le climat. Et donc on a participé, donc c'est une association qui porte ça. Pendant 10 mois, nous participons avec l'idée de changer nos business models. Donc on part, tu en parlais tout à l'heure, des 9000 planétaires. Donc, et l'idée c'est de mesurer avec nos entreprises déjà quelles sont, connaître, donc déjà il y a des experts. Et d'ailleurs c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'il y a des experts qui viennent nous expliquer qu'on va dans le mur avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et donc voilà, et avec un côté, voilà, on pourrait penser à se suicider après, mais non, justement, c'est comment on arrive à se mettre en énergie là-dessus. Et donc, comment donc déjà bien comprendre ces 9 limites planétaires. Et une fois qu'on a compris, c'est de voir un peu comment nos entreprises peuvent, quels sont nos impacts sur ces 9 limites planétaires. Et l'objectif est de nous changer, et déjà de bousculer le dirigeant pour qu'il bouscule son entreprise après, et de changer nos business models. Donc, comment on change nos business models. Et c'est vrai que j'ai bien aimé, il parlait d'entreprises, différentes maturités d'entreprise, entre les entreprises qui sont business as usual, où c'est le bénéfice de l'entreprise qui compte. Après, il y avait les entreprises responsables, enfin les entreprises contributives, et enfin les entreprises régénératives. Même si régénérative, le concept peut un peu sembler philosophique, mais voilà, comment on transforme nos business models pour amener notre entreprise à avoir une visée régénérative à 10 ans. Et je me permets de rebondir parce que je sais que tu es une entreprise familiale. Est-ce que le fait d'avoir été une entreprise familiale, ça a changé quelque chose dans ton rapport, ou en tout cas le concept de régénératif? Est-ce que ça t'a plus ou moins parlé, justement, le fait que tu reprennes une entreprise familiale et que tu lègues éventuellement une entreprise familiale? C'est sûr que le fait, voilà, on est en passage dans une entreprise familiale, j'étais en passage de relais. Après, c'est une personne qui me disait que, et je ne peux que être d'accord, que l'entreprise familiale est le modèle le plus pur du capitalisme. C'est pas moi qui l'ai dit, je suis pas assez intelligent pour sortir ça, mais je trouvais ça intéressant. Et c'est vrai, et nous, l'avantage que l'on a sur les entreprises familiales, c'est qu'on est là sur le temps long. Donc nous avons fêté il y a 2 ans les 50 ans de notre entreprise, ce qui nous oblige, et j'ai bien aimé, parce qu'on s'est dit, tiens, 50 ans d'histoire, donc il faut être fier de son histoire, mais tourner vers l'avenir. Donc comment on prend le bon, justement, pour se transformer dans les années futures. Mais c'est super intéressant. Et du coup, moi, j'aimerais que tu présentes un tout petit peu, parce que quand on en a discuté un petit peu en préparant cette réunion, j'ai trouvé ça très intéressant de comment justement ce concept de régénération, ça a influencé ta stratégie RSE aujourd'hui chez Ramry, et notamment la feuille de route que vous êtes fixée maintenant à 2027. Donc RSE, déjà on a démarré en 2017. Donc nous, dès 2017, on a fait notre première stratégie RSE. Donc tôt, tard, je ne sais pas, on l'a fait, c'est le principal. Et notre stratégie RSE, on l'avait tournée autour de 5 engagements. Donc je voulais faire quelque chose de simple. C'est compliqué dans nos entreprises d'expliquer à nos collaborateurs ce qu'est la RSE. Donc je me suis dit, on va arrêter d'expliquer la RSE, on va partir avec des actions simples, concrètes. Donc on s'était fixé 5 engagements. Donc le premier engagement, entreprise familiale, forcément les hommes, la première valeur de l'entreprise. Donc comment on travaille sur l'épanouissement de nos hommes. Un deuxième engagement sur le risque professionnel, un troisième engagement sur tout ce qui est préservation de l'environnement, le quatrième qui tournait autour des parties prenantes, et le cinquième enfin sur le rôle sociétal que peut avoir l'entreprise. Et donc
très clairement. Donc j'avais mis 2 personnes, deux pilotes par engagement, donc un opérationnel et un fonctionnel, et avec l'idée d'avoir des objectifs, d'avoir 3 objectifs par engagement et de faire des actions concrètes. Donc 2-3 actions concrètes par objectif, voilà, qui permet de communiquer positivement et d'expliquer en interne. Et ça, et la CEC est venue parfaire, je dirais, ma connaissance du sujet, mais c'est le temps long. Et c'est pour ça que ceux qui sont arrivés en début de CEC, qui n'avaient pas forcément cette maturité ou cette expérience sur le sujet, c'est compliqué de rattraper 10 ans comme ça en 10 mois. Et donc moi, la CEC m'a apporté 3 choses différentes. Et j'aime bien, je vais me rapporter sur leur approche. Ils ont une approche tête, cœur, corps, et qui est assez impressionnante. La tête, moi, ça m'a permis de comprendre que le sujet était systémique. On voit ces 9 limites planétaires, on ne peut pas se dire, tiens, je choisis celle-là et celle-là. Non, ça ne marche pas, parce que quand tu joues sur une limite planétaire, ça impacte forcément les autres. Donc comment nous devons avoir une approche systémique dans l'approche de ces limites, comment nous devons avoir une approche systémique dans notre entreprise et dans notre manière de prendre les sujets. Ça, c'est la tête. Le cœur, on en prend plein la figure également. Voilà, quand tu sais, c'est compliqué de ne rien faire. Et le cœur, moi, c'est surtout le vivant. C'est une des limites, ou la limite planétaire la plus percutée, ça a été celle de la biodiversité, où on a perdu depuis l'ère industrielle 50% de la biodiversité. Donc celle-là, on ne la retrouvera plus, de toute façon, on ne va pas la recréer. Et donc voilà comment on soigne les 50% qui restent. Mais ça m'a permis de me rendre compte de la place que l'entreprise avait dans le vivant, dans la préservation du vivant. Et donc voilà comment on se met en action là-dessus. Et le corps, la partie corps, c'est la partie coopérative. Et ça m'a permis de me rendre compte que, vu le chantier qu'il y avait à réaliser, il était essentiel de créer des nouvelles coopérations avec d'autres entreprises. Et je vois, on était 55 dans la CEC, et il y a des belles coopérations qui sont créées. Et ça, et l'idée, c'est que la CEC, c'est très conceptuel. J'ai beaucoup de mal à expliquer, parce que la CEC, ça se vit. J'ai eu beaucoup de mal, d'ailleurs, je me suis expérimenté à le faire, à expliquer en interne, mais c'est compliqué. Tout le monde dit, c'est tout, le chef, il s'est envolé, on ne le retrouvera plus. Et donc voilà, donc c'est comment communiquer en interne. Donc nous, on a la CEC, on a fait la CEC, qui sera le premier input. On est en CSRD, donc on est éligible, donc on est parti sur la CSRD. Et la somme, je dirais, de toutes les entrées entre la CEC et la CSRD nous permettra de définir notre nouvelle stratégie RSE. Donc on va la sortir en juin de cette année et la communiquer en septembre. Et voilà, et on portera l'entreprise à travers cette stratégie RSE sur le même principe qu'on a pu le faire en 2017. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est que effectivement, tu l'as présenté, la CEC, c'est super, et finalement, c'est compliqué pour un dirigeant de revenir dans sa maison, dans son entreprise, et d'embarquer tout le monde. D'où le fait que je pense que le 21e siècle, ce sera aussi l'ère du comptable qui ramènera plus d'assises à ce sujet-là, mais tu vas en parler. En tout cas, moi, je trouvais ça très intéressant qu'on parle de la stratégie RSE de Mathieu, parce qu'on retrouve justement tous les concepts dont on a parlé sur le vivant. Il parle de l'humain, le capital humain, dans ses différentes dimensions, que ce soit physique et psychologique. Il parle du territorial, qui est aussi quelque chose qui, jusqu'à maintenant, dans la définition très restrictive néoclassique du capital, ne rentrait pas en jeu. Et là, on voit que Mathieu cherche à créer des liens durables avec des fournisseurs, à contribuer à l'attractivité économique et culturelle des territoires, qui sont plein de choses aujourd'hui qui peuvent servir comme indicateurs, comme du vivant à préserver, à régénérer. Mais ça, c'est du vieux. Et tu vois, ça remonte. Et le vivant, d'ailleurs, c'est marrant, je me suis rendu compte à la CEC que, je vous ai dit, en 2022, on a fait nos 50 ans. Donc on a fait la fête plusieurs fois. On a défini notre raison d'être aussi. On a profité pour définir notre raison d'être. Qu'est-ce qui fait notre réussite depuis 50 ans et qu'est-ce qui fera notre réussite pour les 50 prochaines années. Donc notre raison d'être qui est de contribuer à construire un monde durable, utile aux hommes et aux territoires. Et je me suis rendu compte à la CEC que cette notion de vivant, on ne l'avait pas intégré. Forcément, en tant qu'entreprise familiale, il y a un côté social, sociétal très fort, mais le côté de vivant, on ne l'avait pas intégré. Et d'ailleurs, j'ai rechallengé ma raison d'être pour me dire, tiens, est-ce qu'elle reste valable ou pas? Bonne nouvelle, on est de la sortir, elle reste valable, mais néanmoins, on va la modifier dans nos actions pour être plus
plus respectueux du vivant et plus engagé sur le sujet du vivant dans les prochaines années. Et ma question d'après pour toi, Mathieu, c'est est-ce que toi, le concept de la régénération, finalement, ça pose aussi la question de est-ce que tout est régénératif? Et toi, tu es une entreprise historiquement du BTP. Comment est-ce que toi, tu as pris le sujet de la régénération? Est-ce que tu t'es dit, bon, je vais forcer le passage et être régénératif dans la construction? Ou est-ce que finalement, tu te vois faire autre chose également dans ton groupe? Bah, forcément, faire autre chose, c'est comment se transformer. Et c'est vrai que je voyais une intervention où il parlait de l'entreprise familiale et le côté de WeFounder. Et voilà, et chaque génération voilà, doit refonder son entreprise. Et le plus compliqué, issu de la CEC, tu as raison, on ne sort pas de la CEC indemne, mais voilà, c'est pas une fin en soi, c'est justement un début. Et on n'en sort pas indemne. Et moi, ce que je retiens, c'est que on doit changer de regard. Comment on change de regard sur les choses, comment on change d'angle de vue, comment on déconstruit ce qu'on a fait. Pour quelqu'un qui est dans la construction, c'est pas simple. Et quand je dis changer de regard, de toute façon, on le voit, on consomme, voilà, vous connaissez tous la date de dépassement, on consomme 2,5 planètes tous les ans. Comment on se réinvente et comment on change de regard? Décarbonation. On a fait notre bilan GES chez Ramery à travers nos activités. Nous émettons 214 000 tonnes d'équivalent CO2 tous les ans. Donc on s'est fixé notre objectif. Allez, on va faire en 5 ans moins 30%. Moins 30% à 2030, donc moins 5% par an pour respecter les accords de Paris. Et voilà, donc on était content. Et en fait, en faisant la CEC, mais je me dis, mais mince, on est sur le côté réduire. Et j'en reviens à ton schéma tout à l'heure, c'est comment, donc tu as le côté rouge en bas, comment on réduit au minimum incompressible nos impacts négatifs. En parallèle, comment on crée des nouvelles activités à impact positif. Et c'est la somme des deux qui reviendra à définir des impacts positifs nets. Et c'est là la définition. Voilà, quand il y a plus de vert que de rouge, donc avec les nouvelles activités, voilà, à partir de là, on peut se considérer comme entreprise régénérative. Et je reviens sur mon exemple de notre bilan GES. Et en fait, l'approche de réduire ne suffit pas. D'ailleurs, pourquoi la CEC dit le fait, mais ça semble tellement évident, le fait de réduire notre impact ne suffit pas, le net zéro suffit pas, il faut viser le net positif. Et donc, pour viser le net positif, je dis donc des carbos, on est en train de diminuer. Donc on a changé notre manière, notre approche, notre manière de voir les choses. C'est comment nous allons vers un monde bas carbone. Donc c'est beaucoup plus, ça nous oblige à revoir notre méthode, nos manières de faire de manière bien plus durable. Ça. Et donc chez Ramery, donc on s'est fixé, donc voilà, donc on a fait nos 50 ans et on s'est dit mince, voilà, donc gros développement sur les 50 premières années, donc voilà, il faut qu'on se développe au minimum autant sur les prochaines années et il faut se transformer. Et on s'est posé la question, donc on s'est fixé un programme de transformation à 2032 et l'un des premiers livrables de ce programme de transformation a été notre stratégie business. C'est comment on aborde la suite. Donc, comme je dis souvent, Ramery, ce n'est pas que du BTP et donc on s'est fixé 5 axes stratégiques. Donc déjà, de remonter la chaîne de valeur, donc de se développer sur la partie ingénierie, et vous verrez, l'ensemble est systémique. La promotion construction qui regroupe aujourd'hui 70% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est comment on fait pivoter ces métiers-là pour le rendre plus durable. Donc c'est pour ça qu'on met promotion construction de demain. Donc, je ne vais pas vous le savez, en bâtiment, il faut se transformer. Sur la route, mais on en reparlera tout à l'heure, il faut se transformer aussi. Donc, comment on émet moins. Après, on a décidé en troisième axe de développer tout ce qui est performance énergétique.
et environnementale. Donc on est déjà un peu présent sur la performance énergétique, mais comment on développe la performance environnementale. Sur nos métiers de l'économie circulaire, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai développé cette activité-là quand je suis arrivé dans le groupe. Donc voilà, donc comment on se développe. Donc on est très Hauts-de-France. Donc là, on a acheté une plateforme dans les Landes pour développer cette activité-là l'année dernière. Donc voilà, donc comment on développe ça. Et le cinquième axe, qui là pour le coup est une création de toutes pièces, c'est de devenir producteur et distributeur d'énergie renouvelable. Donc on a décidé de se lancer et de créer des activités. C'est des activités qui génèrent des impacts positifs sur des sujets de contrats de performance énergétique, sur des sujets de photovoltaïque, sur des sujets de biométhanisation, donc de bioénergie, donc sur des sujets de méthanisation. Donc on fait des méthaniseurs, on exploite des méthaniseurs, on produit du biométhane et des études notamment sur la pyrolyse. Donc voilà, donc comment on pivote, comment on transforme notre activité, voilà comment on change le visage de notre groupe à 10, 20, 30 ans. Après, c'est la génération d'après qui prendra la suite. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que justement, ça fait écho avec le propos de Fabrice Bonifay que j'avais mis au début, c'est que la comptabilité, ou en tout cas l'approche, je dirais, intégrée de ces sujets-là, régénérative, elle nous amène aussi à questionner les activités. Tout n'est pas forcément régénératif, et on voit que Mathieu est allé chercher, en tout cas, d'autres activités qui vont être au service du vivant, ou en tout cas au service d'autres entreprises. On pense par exemple aux énergies renouvelables, tu parlais de la méthanisation. Et moi, je trouvais ça intéressant, Mathieu, que tu nous parles d'un projet en particulier qui illustre très bien, je trouve, ce que c'est qu'aujourd'hui, pour une entreprise qui veut diversifier ses activités au nom de la régénération, un projet comme celui-ci. Ouais, ça, c'est un site qu'on a sur Violaine. Donc Violaine, c'est près de Béthune, enfin, c'est entre Lille et Béthune. Et on avait une friche industrielle de 40 hectares. Et en fait, notre mission change. De plus en plus, comment devenir acteur du territoire. On avait cette friche industrielle. Pour le coup, c'était une ancienne centrale à EDF, une centrale au charbon qui faisait de l'électricité, qui a fermé en 80. Et c'était une friche industrielle. Et on développe sur ce site plusieurs activités. Donc, déjà de faire un champ photovoltaïque sur 12 hectares, associé à une plateforme de préparation de biomasse pour une chaudière de roquettes qui est un industriel qui va se développer. Donc comment on prépare de la biomasse sur ce site, donc c'est très local, couplé avec une unité de méthanisation, donc une unité de méthanisation où il y a forcément voilà, avec le tri des déchets alimentaires, des collectes avec les collectivités, avec les industriels, avec un bipied pour fournir de l'énergie après à un industriel en local, et puis forcément un lien avec le monde agricole, parce qu'on sort des digestats. Donc ça, et avec les collectivités, donc on est en train de réfléchir, si on fait ça, de mettre également la brique hydrogène pour être... voilà, donc des boucles, c'est toutes ces boucles. Donc voilà, notre position change, et c'est vrai que quand on va voir des élus pour leur parler d'énergie, ou 10 ans avant on allait les voir pour... en gros, notre position sur le territoire change. Comme je dis souvent, il y a 15 ans, 20 ans, on venait voir l'élu pour dire tiens, tu dois construire un bâtiment, je vais le construire. Et aujourd'hui, on a pris de la hauteur. Donc aujourd'hui, le sujet est plus au niveau des quartiers, des villes, des territoires, et sur le côté systémique. Et le côté systémique, c'est le bâtiment avec ses énergies, avec les sujets de mobilité, les sujets d'usage. Et c'est l'approche. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on développe l'ingénierie, parce que forcément sur la route, qui dit rendre des routes plus perméables, dit gestion de l'eau, qui dit gestion de l'eau, gestion du végétal, gestion de la biodiversité, et c'est l'ensemble des compétences qu'on doit intégrer de manière bien plus systémique. Et j'imagine que vous trouvez pas mal de choses intéressantes dans son propos, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé en échangeant avec Mathieu qu'on retrouve vraiment là, je trouve une entreprise inspirante qui se dit je vais remonter ma matérialité d'impact, et hop, de fil en aiguille, je retrouve du vivant à chaque étape, et je me dis que ça peut être une activité aussi à mettre dans mon portefeuille et dans ma vision. Autre chose aussi que Mathieu a mentionné que je trouvais intéressant et sur lequel j'ai peut-être pas assez insisté, c'est l'aspect collectif.
et on pourra en reparler après avec Mathieu, mais l'aspect collectif de ce projet-là, qui du coup n'est pas juste un projet qui émane de l'esprit de Mathieu ou de son entreprise, c'est aussi un projet avec des collectivités, avec aussi le tissu économique du terrain, ou en tout cas autour, qui va consommer la biomasse et la bioénergie. Donc c'est vraiment aussi dans ces logiques-là que le régénératif a son sens. Et du coup, moi, ça m'amène à parler d'autres choses qui j'ai trouvé très intéressantes dans ce que tu fais, Mathieu, c'est la notion de performance. Comment est-ce que toi, tu as redéfini, à l'aune de ce que tu nous as expliqué jusqu'à maintenant, le concept de performance globale, cette vision élargie de la performance, comment est-ce que toi, tu l'as abordé au sein de Ramery? Quand, quand j'ai pris la présidence du groupe, il y avait 3 convictions qui me tenaient à cœur et que j'ai imposé, amené à l'entreprise. Et c'est la première conviction, c'est le développement durable, forcément, avec mon expérience dans l'environnement. C'est comment on met, moi quand j'ai développé le développement durable, mais je me suis dit, mince, sur nos métiers historiques qui étaient le bâtiment et le travaux publics, comment se fait-il qu'ils n'intègrent pas plus? Enfin, voilà, on a cet atout d'être sachant sur les métiers de l'environnement. Pourquoi ils n'intègrent pas plus? Et j'ai trouvé la solution, c'est qu'il fallait du temps et transformer. Et donc voilà, donc aujourd'hui c'est parti. Donc comment mettre du développement durable et que ce soit au cœur de, comme disait ce matin le président sur la table ronde, voilà comment on met ça au cœur de nos stratégies business. Donc ça, le développement durable. Deuxième, c'est l'innovation, le fait de toujours se transformer. Et moi, j'aime bien partir d'une page blanche. Voilà, on n'est pas là pour copier. Voilà, faut se réinventer. Voilà, on est tous différents. Profitons de nos singularités là-dessus. Et la troisième conviction forte, c'est la performance globale. C'est comment mettre un bon équilibre entre la performance sociale, la performance sociétale, la performance environnementale et enfin la performance économique. Et je m'en rendais compte quand j'allais visiter les agences, les directeurs d'agences qui me présentaient la performance économique avec le chiffre d'affaires, le résultat et la performance sociale. Et il y a quelques années, mais je me dis, mais c'est bien, mais tu ne m'as pas parlé ni d'environnement, ni de sociétal. Donc voilà, mais il fallait juste un peu de temps. Donc on a décidé, chez Ramery, d'animer l'ensemble de notre entreprise sur un jet de performance globale. Donc concrètement, donc on a, pour mettre la performance globale, on a essayé de l'aborder de 2 façons. Déjà de travailler sur l'outil. Donc on a créé un outil qui s'appelle Copilote, un outil pour piloter la performance globale. C'est normal de piloter sa performance et quels indicateurs? Comme je disais à Raphaël, c'est comme voilà, quand vous allez à Paris en voiture, on va plus souvent, maintenant on va en train, mais bref, quand on va en voiture à un endroit, et c'est vrai que tu as raison, non, je vais en train, c'est le mode plus écologique du monde, et donc il faut un tableau de bord quand même pour savoir, voilà, sur le tableau de bord, vous avez la vitesse, le carburant, le niveau d'huile, tout ce qui va bien, et ce qui permet, voilà, si vous arrêtez pour prendre un café, tac, vous reprenez, et puis il y a le GPS, et le GPS, il recalcule forcément à quelle heure vous arrivez, c'est toujours pratique, et donc voilà, et donc en entreprise, pareil, donc sur une agence, voilà, on n'a pas un tableau de bord aussi technologique qu'on peut avoir sur les voitures. Et donc, c'est là où on a développé ce programme qu'on appelle Copilote. Et il y a le sujet d'embarquer. Et donc, voilà, donc c'est des transformations, c'est des changements de culture, d'état d'esprit qu'on doit transformer dans l'entreprise. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, il y a tout ce qui est data. Donc, bienvenue dans le monde de la data, c'est complexe. Donc, voilà. Donc, intégrer toute cette data. Donc, on a une somme de logiciels, on en a mis quelques-uns sur la sécurité, sur la gestion, sur la finance, sur le commerce. Donc, voilà comment on capte toute cette donnée pour tout mettre dans un outil. Et l'idée, c'était de donner à chaque collaborateur de l'entreprise, à chaque patron d'agence, une visibilité. Donc tous les matins, l'idée c'est qu'il ouvre son ordinateur et qu'il y ait les 4 cadrans qui lui permettent de piloter en temps réel sa performance sociale, sa performance sociétale, sa performance environnementale et sa performance économique. Et comme je dis souvent, je dis c'est bien, je dis une fois que tu seras bon sur ta performance sociale, sociétale, environnementale, ta performance économique, tu n'as même pas à la regarder, elle tombera de fait, et ce qui sera très bien. Et donc voilà, donc on est en cours de construction de ce modèle et en train de définir les indicateurs. Donc pour l'instant, aujourd'hui, on a 80 agences chez Ramery. Donc voilà, donc on a identifié, c'est le sujet de collectif, on a identifié 7
patrons d'agences qui déploient, enfin qui sont en cours de déploiement de cet outil qu'on appelle copilote. Copilote avec un Y, copilote, comme il y a un Y à la fin de Ramery, on a tendance à en mettre partout. C'est pas des fautes d'orthographe. Et donc voilà, donc avec des indicateurs, comme je vous ai dit, sur les quatre volets et un indicateur de performance globale, donc le plus sur le groupe. Et donc 143 indicateurs. Et donc voilà, donc l'idée c'est de travailler avec eux, à savoir quels sont les indicateurs les plus pertinents qui permettent d'avoir cette meilleure visu. Et là encore, je trouve ça super intéressant de se dire qu'il n'y a peut-être pas de consensus scientifique pour certains des enjeux de préservation et de régénération que s'est fixé Mathieu, mais par contre, il travaille avec les directeurs d'agence, les gens de terrain, pour définir qu'est-ce que c'est qu'une bonne mesure de cet état pour tel enjeu. Voilà. Et après, viendra la réflexion, j'imagine, de ce que c'est qu'un niveau cible, notre fameux seuil de préservation. Et justement, dans les discussions qu'on avait eues, j'aimerais bien que tu parles d'un exemple que moi j'ai beaucoup apprécié sur justement comment est-ce que tu as utilisé ce concept de performance globale pour développer, tu parlais tout à l'heure des routes, mais donc ce projet notamment. Ouais, décarbo, non, vers un monde bas carbone. On s'est posé la question, sur nos activités historiques, les travaux publics, on s'est rendu compte, les travaux publics, quand on regarde le prorata du chiffre d'affaires dans le groupe par rapport au prorata d'émissions en gaz à effet de serre, c'est le plus polluant. C'est le plus polluant, donc quand on regarde dans le détail, pourquoi? Donc d'ailleurs, dans notre plan, c'est décarboner sur notre patrimoine, sur nos chantiers, sur nos pratiques et sur nos manières de fonctionner, sur nos modèles. Et donc, en travaux publics, aujourd'hui, on fait des routes avec des enrobés à chaud. C'est-à-dire qu'on chauffe des cailloux à 140 degrés. C'est un peu con. Chauffer des pâtes, encore à la limite, ça on peut le comprendre, mais chauffer des cailloux pour que ça refroidisse juste derrière, c'est un peu con. Et donc, on a décidé de se poser pour dire, tiens, et si on faisait des enrobés coulés à froid, d'où le ECF. Et donc, on a mis sur les routes, donc on a investi dans une machine qui vaut 700 000 €, qui est une centrale mobile qu'on met derrière un tracteur routier et qui va directement sur les routes pour faire des enrobés coulés à froid. Donc, c'est de la chimie. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans le sujet, parce que je ne serais pas très bon, mais j'ai compris, mais je ne serais pas forcément le meilleur pour l'expliquer. Et donc, c'est de la chimie de la route. Donc les cailloux ne sont plus chauffés. Et donc, ce qui fait qu'on a des émissions qui sont réduites de 40%. Déjà, il n'y a pas de rabotage, donc pas de camions sur les routes pour ressortir des matériaux et pour en ramener. Donc là, c'est fait sur place. Mais je vous parlais tout à l'heure d'un changement d'état d'esprit, c'est une approche de la route qui est différente. Donc déjà, si on a investi la machine, c'est on a fait des collaborations. Le département du Pas-de-Calais, qui est très sensible sur des sujets d'innovation, sur ces sujets-là, nous a suivis, parce que si on achète la machine, c'est pour la laisser dans la cour, ça ne sert à rien. Et donc, ils nous ont dit, non, investissez dans cette machine, moi, je vais sortir des marchés pour vous faire travailler. Et donc, voilà, donc on a investi sur ce sujet, et ça change, voilà, ça doit changer la manière de fonctionner, parce que avant, on parle de l'entretien de la route. Donc, ça coûte moins cher que des enrobés à chaud. Par contre, il faut arriver sur une philosophie d'entretien. Donc, ne pas attendre que la chaussée soit complètement défoncée pour la raboter et la refaire. Et donc, voilà, donc c'est le mindset qui doit changer chez nos clients. Et donc, voilà. Donc, d'ailleurs, je suis allé voir l'inauguration. C'était marrant parce que les clients, c'était en plus des anciens de la DDE, forcément qu'on connaît. Et ils me disent, ah, c'est top, technologiquement, c'est top, et puis c'est moins cher. Et je dis, ouais, et puis je dis, messieurs, il y a aussi l'impact baisse des GES. Ils disent, ouais, on s'en fout un peu. Et bon, c'est tout. C'est pas avec eux qu'on mènera ce combat-là. Et ce sera avec les suivants. Mais c'est toujours intéressant. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans ce sujet-là, c'est que Mathieu, de façon instinctive, est allé dans une démarche où il sait qu'il a une technologie entre les mains qui peut permettre de décarboner d'un pas de 40%. Donc on parle vraiment d'un enjeu majeur. Et il sait combien ça coûte. Et ce genre de comptabilité, de partir de la réalité physique et de se dire je sais combien ça coûte, ça a permis d'aller travailler avec le département, d'aller travailler avec les clients. Et en fait, se dire le coût, il est là. C'est ça le coût en tout cas de cette première étape de la régénération. Du coup, partageons-le. Et ce que je vois dans la comptabilité intégrée, c'est que ça permet aussi d'aborder de façon très concrète, finalement, la dette sur ce capital, elle est de temps. Et du coup, mettons-nous autour de la table pour le financer.
Je vois le temps qui nous reste. Peut-être, je voulais ouvrir la table à des questions éventuellement que vous auriez. Même si Mathieu, tu peux peut-être dire juste un dernier mot sur un conseil que tu avais vis-à-vis de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Je crois que ça symbolisait assez bien ce que tu m'as dit hier, et après on pourra vous ouvrir à une question. Ouais, c'est vrai que c'est essentiel, voilà, pour avancer, c'est essentiel de se fixer un objectif ambitieux. Donc, le fait vous le savez, si vous fixez un objectif ambitieux, c'est que ça bouscule. Si ça bouscule pas en interne, c'est que votre objectif n'est pas ambitieux. Et après, ce que j'ai retenu comme méthode, c'est une fois qu'on a notre objectif ambitieux, comment on fait la méthode des petits pas pour embarquer. Voilà, donc nous on est plus sur la gauche. Bon, on n'est pas si haut, hein, on est encore tout en bas de l'échelle, mais on va la monter. Et voilà comment on embarque les collaborateurs. Et c'est vrai que je me suis rendu compte avec la CEC qu'on fait partie des 10% des personnes les plus sensibilisées et engagées. Et voilà, mais ça c'est de chez eux, c'est comment on atteint, voilà, il faudrait qu'on atteigne les 25%, c'est ce qu'ils appellent le point de bascule. Donc voilà, donc comment on atteint les 25%, comment on va chercher l'ensemble des parties prenantes, l'interne, l'externe, et voilà, il y a un gros sujet. Merci Mathieu. Du coup, est-ce que vous avez des questions éventuellement? Évidemment, vous pouvez avoir accès au support, vous pouvez flasher ça ou alors venir me voir. On sera là avec Mathieu pour des questions, mais on a peut-être le temps juste pour une question, si quelqu'un a une question pressante. Qu'est-ce qu'on voit changer? Déjà les clients, parce que ça nous oblige à choisir nos clients. Et on a des clients avec voilà, qui sont ouverts sur ces sujets-là, et des mauvais clients qui vont chercher le prix, limite, il vaut mieux les fuir. Et je pense que ouais, et je pense que le gros changement il est là. Faut créer des coopérations de long terme avec nos clients. Et comment on trouve des clients pour pour qui ce que l'on porte a de la valeur. Et c'est là. Et j'avais bien aimé, c'était le livre du patron de Nexence qui avait fait un livre là-dessus, Guérin, qui était pas mal justement, où lui avait carrément taillé dans le vif pour sélectionner. Donc ça change nos clients. Après, c'est le plaisir d'être acteur. Donc il faut trouver des clients qui ont le plaisir d'être acteurs, comme des collaborateurs. Et voilà, quand on avait eu la médaille de la RSE du réseau Alliance, et au début, je dis bon, j'y vais. Et il y avait des collaborateurs de l'entreprise qui étaient venus et qui étaient venus me voir à la fin en disant: ah Mathieu, c'est génial, on n'avait pas compris ce que c'était que la RSE, bravo, on est fiers de l'entreprise. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de vivre l'expérience, quoi. Et je me permets une dernière remarque, mais quelque chose qui m'a aussi pas mal touché dans ce que tu avais dit, Mathieu, c'était en interne sur justement ce que ça a changé. Peut-être tu peux juste nous dire un mot sur les deux personnes qui sont parties à la retraite, ou en tout cas, tu me parlais hier de deux personnes qui quittent le groupe, et pour moi, ça illustrait très bien aussi le concept d'incarner une entreprise du vivant en interne. Ouais, on avait un call la semaine dernière et j'avais 10 minutes de retard parce qu'on avait un départ en retraite de 3 collaboratrices, donc qui avaient respectivement 25, 30 et 35 ans d'ancienneté. Et c'est vrai que c'était beau parce qu'au début je dis bon allez, il faut y aller Mathieu. Et tout de suite j'ai pris du plaisir parce voilà, elles étaient ravies en disant bah tiens voilà, c'est Ramri, notre seconde famille. Elles expliquaient tout le plaisir qu'elles avaient eu à être chez Ramri. Et voilà, quand on voit ça, c'est bien, on voit pourquoi on porte cette aventure entrepreneuriale et ça fait plaisir. Ouais, Ça fait le lien entre la régénération et le temps long. Donc merci beaucoup. On sera là pour des questions, c'est juste qu'on doit laisser la scène. Voilà, merci à vous.